Nous sommes le jeudi 16 mai 2024. Mon nom est Danick Julien. Voici votre bulletin d'information couvrant Portneuf et ses environs. La municipalité de Saint-Basile aura bientôt son installation du CPE, le Kangourou. Nous discuterons avec Eddie Allain, le directeur général de la fabrique Saint-Raymond-du-Nord, de l'avenir de l'église de Sainte-Christine d'Auvergne. L'ouvroir de Donnacona aura un nouveau local pour ses activités. Charles nous en parle. Et finalement, on parle d'une initiative qui met en valeur l'art visuel au restaurant Basilico de Cap-Santé. Bonne émission. Ici, on se crée des souvenirs au fil des saisons et on vit au rythme de nos passions. Ici, quand l'aventure nous appelle, on répond. Ici, à Saint-Raymond, ma destination pour un séjour plein air réussi. Mesdames, Messieurs, bonsoir. 39 nouvelles places de garderie seront ouvertes très prochainement à Saint-Basile, alors que le CPE, le Kangourou, aura sa 5e installation sur le territoire de Portneuf. Située à proximité du centre nature de Saint-Basile, cette bâtisse de près de 375 mètres carrés est construite par l'entreprise Côté et Fils. Le CPE, le Kangourou, bénéficie d'une enveloppe totale de financement du ministère de la Famille de 2 157 000 $. Les premières démarches pour ce nouveau milieu de garde ont débuté il y a 10 ans. On entend Nathalie Larochelle, directrice générale du Kangourou. À quelques jours de la Semaine québécoise des familles, je suis particulièrement fière, au nom du conseil d'administration et de la direction du Centre de la petite enfance, le Kangourou, d'annoncer aujourd'hui l'ouverture très bientôt de notre 5e installation. C'est une belle et grande aventure pour les familles de Saint-Basile. Ce projet verra le jour à proximité d'un immense parc boisé, à 2 pas du centre nature, un site idéal pour offrir un milieu de vie stimulant pour les enfants. Un projet pensé, rêvé et réalisé pour le bien-être des tout-petits. Un projet nature avec un fonctionnement multi-âge, un projet que nous avions en tête depuis plusieurs années, un projet pour lequel nous avons eu des premiers contacts avec une citoyenne et la municipalité de Saint-Basile, avec Hélène, il y a bientôt plus de 10 ans. Cette installation plein air, située près d'un secteur boisé, va permettre de stimuler les enfants en leur faisant explorer la nature. Selon Mme Larochelle, la main-d'œuvre sera un enjeu pour l'ouverture de ce nouveau milieu de garde, comme le personnel en milieu de garde ne court pas les rues. Le bâtiment est conçu pour pouvoir être agrandi. Nathalie Larochelle indique que selon les prévisions, avec les places supplémentaires qui sont offertes en milieu familial, l'équilibre sera prêt d'être atteint dans le secteur pour les places de garderie. La voici à nouveau. Présentement, les parents ont la possibilité d'inscrire leur enfant sur la liste d'attente La Place 05 en sélectionnant CPE le Kangourou, mais en allant cocher l'installation qui correspond à l'adresse de l'installation ici, c'est-à-dire le 1 rue Adrien-Bellat. Le nom de l'installation fera l'objet d'un petit concours et dès qu'il sera choisi, nous l'ajouterons sur la liste d'attente provinciale. En date d'hier, nous avions 118 enfants en attente d'une place, dont 54 enfants de Saint-Basile. Une priorité sera accordée aux enfants de Saint-Basile, bien entendu. Les parents qui auront la chance de se voir offrir une place seront contactés au courant du mois de juin. Nous contacterons dans un premier temps les enfants qui sont en attente depuis le plus longtemps, donc les enfants de 4-5 ans. Les offres de places se feront pour les frères et sœurs de ceux-ci, puis les 3 ans, ainsi de suite, jusqu'à nos tout-petits. La répartition des groupes est la suivante. 10 places 4-5 ans,
24 places 18 à 47 mois et 5 places 6 à 18 mois. Pour la création du CPE, plusieurs personnes ont contribué au projet. Par exemple, les propriétaires d'une résidence dans le secteur ont accepté de faire un échange de terrain avec la ville pour que le CPE puisse y être bâti. Le Centre Nature a également procédé à des échanges de terrain. Selon Guillaume Vézina, le maire de Saint-Basile, le moment où la ville a décidé de s'impliquer dans le dossier est bien précis. On l'entend. Donc, Nathalie parle d'un départ il y a plus de 10 ans. Pour nous, à Saint-Basile, je me rappelle exactement le soir du départ, puis je pense qu'il y en a qui étaient là au conseil à ce moment-là, qui vont s'en rappeler. Un soir d'une réunion de conseil, il y a des parents qui sont venus nous expliquer qu'il manquait de place, puis qu'ils ne trouvaient pas de place pour leur enfant. Puis je me rappelle d'une dame qui était venue à une séance de conseil, puis qui nous avait tout expliqué, tout ce qu'elle avait fait comme démarche pour se trouver une place. Puis les larmes avaient sorti à ce moment-là, on voyait très bien sa détresse. Puis je pense que c'est à ce moment-là que nous autres, on a compris que, OK, ils sont à bout de ressources. Nous autres, qu'est-ce qu'on peut faire là-dedans? À partir de ce moment-là, on a pris la décision de déposer un projet commun. Même si c'est le CPE qui lead le projet, ça prenait une participation de la ville. Puis c'est là que je remercie tous les conseillers parce que ça n'a pas été long que tout le conseil a dit oui, on est all-in là-dedans, on embarque. Il n'y a pas de demi-mesure. Ça nous prend une garderie. C'est ça que ça nous prend pour être capable de faire avancer la ville. Parce que c'est plein de petites familles qui arrivent ici. Puis la première embûche qu'ils rencontraient, c'était de se trouver une place en garderie ou en CPE. Ou même en milieu familial, ce qui n'était pas... ils n'avaient pas des tonnes à ce moment-là. Donc, l'objectif a été de déposer un projet qui, je me rappelle, on avait dit qu'il allait scorer au ministère. Puis c'est là que Nathalie avait dit « Ah, un projet nature ». Suite, le déclic s'est fait avec le Centre Nature. On avait identifié 2-3 endroits ici où on pensait pouvoir mettre le bâtiment. Puis après plusieurs discussions, et je pense que j'ai tenu mon bout beaucoup à ce moment-là avec Jean-Richard, qui était directeur général à l'époque, pour dire « Le spot, il est ici. C'est ici qu'il va, c'est à cette hauteur-là, puis c'est à cet endroit-là qu'il va. » Puis après avoir expliqué ça au conseil, je remercie tout le monde qui m'ont suivi dans cette idée-là, qui était peut-être pas définie dans leur tête autant que moi, elle l'était dans ma tête. Fait que c'était un geste de confiance là, que j'ai eu du conseil. Là. Toujours selon le maire Guillaume Vézina, le choix du terrain à proximité du Centre Nature était logique comme la ville pouvait procéder aux dons sans avoir d'impact sur un futur développement résidentiel. Lorsque des projets d'envergure comme celui-ci sont montés, il est important pour la ville de s'impliquer et le don de terrain était le plus rentable pour la municipalité. Voici à nouveau M. Vézina. De mémoire, il fallait que la ville embarque pour un montant d'environ 20 % du projet. Pour avoir les faveurs du ministère, ça prend une contribution du milieu qui était la ville. Donc, sur un projet à l'époque qui était estimé autour de 1 ou 1,2 millions, si je ne me trompe pas, à l'époque, ça c'était avant la pandémie, vous comprenez que ça a changé en cours de route, mais ça voulait dire que ça prenait une implication financière de la ville d'environ 200-250 000 $ dans le projet. Donc, comment, dans le fond, c'est pas compliqué, c'est soit on l'injecte en argent, soit on l'injecte en don de terrain à quelque part, c'est pas mal les deux seules options qu'on avait. Donc, 250 000 $ d'injecter pour un projet comme ça en argent comptant pour une petite municipalité comme nous autres, c'est gros. Alors, concernant le nombre de places dans Port-Neuf, Vincent Caron croit qu'il reste des efforts à faire, mais il demeure satisfait de voir les progrès qui, en fait, ont déjà été faits. Le voici. Globalement, comme je vous le disais tout à l'heure, le nombre d'appels au bureau a baissé énormément. Donc ça, c'est quand même un signe qu'il y a de plus en plus de places qui sont à disposition. Moi, je suis convaincu qu'il y a encore un effort à donner, mais petit à petit, parce que, en fait, on a essayé de faire avec le grand chantier que Mathieu Lacombe avait mis sur place, on a essayé d'être un petit peu plus ingénieux aussi dans la manière de faire, parce qu'on sait que des CPE, on ne peut pas en construire comme ça, puis ça prend du temps. Donc, il y a eu ces installations dont j'ignore le nom, ou j'oublie toujours le nom, où il y a 2 éducatrices, puis ils peuvent pas. C'est ça. Donc ça, il y en a beaucoup qui ont ouvert, mais malheureusement, il y en a aussi pas mal qui ont fermé. Donc, on est en train de tendre vers une situation qui, selon moi, est plus acceptable dans Port-Neuf, mais je pense que dans tous les domaines, là, il ne faut pas baisser les bras. Le nom de l'installation de Saint-Basile sera choisi à l'occasion de concours organisés parmi le personnel du CPE, le Kangourou. La vélopiste Jacques-Cartier, désormais Port-Neuf-Jacques-Cartier, est désormais ouverte pour les cyclistes de la région. J'ai discuté avec la directrice générale, Claudia Chenel, un peu plus tôt aujourd'hui. Voici cette entrevue.
Alors, en studio avec nous, nous avons Claudia Chenel, qui est directrice générale de la vélopiste Portneuf-Jacques-Cartier. Bonjour Claudia. Bonjour. Merci d'être avec nous pour parler du début de la saison de la vélopiste. Bon, on le sait, je pense que ça fait peut-être une semaine, là, presque jour pour jour, que vous avez ouvert la vélopiste qui est de, justement, Rivière-à-Pierre jusqu'à pratiquement Québec. Bon, comment ça s'est passé, les préparations pour ouvrir la vélopiste cette année? C'était une première ouverture pour moi, donc ça a été rempli de découvertes et d'apprentissage. Oui. Mais ça a très bien été, somme toute, parce qu'on a une équipe terrain qui est vraiment super autonome. Donc, à l'intérieur de 2 semaines environ, tout était nettoyé, tout était mis en place. Donc, on est ouvert depuis le 9 mai, précisément. Donc, il n'y avait pas, justement, là, de problème sur la piste majeure là, à régler, là, rien, surprise. Là. Non, c'est ça, rien de majeur. De l'entretien régulier auquel on est habitué à chaque début de saison. Et là, quand on parle d'entretien régulier, on peut penser peut-être rajouter un peu de poussière de pierre à certains endroits, des choses comme ça? C'est ça. Du nettoyage aussi, des arbres, souvent des arbres qui sont tombés plus haut dans la section au nord. Donc, nettoyage d'arbres qui bloquent le chemin, c'est habituel à chaque début de saison. Mm-hmm. Au niveau de la vélopiste, évidemment, on le sait, c'est pas mal, les gens de Portneuf et de Jacques-Cartier sont habitués d'y aller, mais au niveau de la fréquentation, est-ce que vous avez justement des données de 2023 pour savoir à quoi on peut s'attendre pour 2024? Oui. En fait, on a l'achalandage très précis. On a installé des compteurs à quelques endroits sur la vélopiste. Donc, l'achalandage de 2023, c'est 186 262 personnes. Wow! OK. Sur le tronçon du début à la fin. On parle surtout d'un achalandage qui est plus concentré au sud, bien évidemment, donc dans le secteur plus Shannon. Environ peut-être 68 qui se situe plus au sud. Un petit 16 qui est plus au nord, là, environ, puis le reste dans le milieu. Donc, ce que vous dites, là, c'est au niveau, justement, de Shannon, c'est là que ça se passe. Quand on revient plus proche de Rivière-à-Pierre, il y a un peu moins de passage. C'est ça. On essaye, on connaît notre achalandage, ça fait des années que c'est comme ça. Ouais. C'est plus accessible aussi au sud. On essaie de un peu plus... amener les gens à aller visiter le secteur un peu plus sauvage au nord. Oui, c'est ça. D'ailleurs, on offre un service de navette pour s'y rendre. Donc, ceux qui ça leur tente pas de faire l'aller-retour, mettons, on peut vous amener avec votre vélo en navette, puis vous redescendez tranquillement. Est-ce que vous faites ça tout l'été ou il y a des dates précises? Il y a des dates précises. Ouais. Donc, c'est le moment de les lancer. le 17 et le 27 juillet, puis le 31 août et le 14 septembre. Donc, c'est là que les gens c'est ça, vous appelez au bureau. Et quand vous me disiez il y a des points de contrôle là, pour compter votre achalandage, sont situés où exactement? On en a à Shannon, à Saint-Raymond, à la Chute à l'Ours, qui est un peu plus haut. C'est pas mal ça. OK, donc les 3 secteurs... c'est ça. Qui sont quand même souvent empruntés par les cyclistes. Au niveau de la vélopiste, Portneuf-Jacques-Cartier, c'est quoi les objectifs pour les prochains mois et peut-être prochaines années? La vélopiste a la chance d'avoir des administrateurs du conseil d'administration qui sont très impliqués puis qui amènent des beaux projets. Donc, l'objectif, en fait, de la vélopiste serait de propulser l'expérience vélo, puis de faire de la vélopiste, en fait, une destination qui est récréo-touristique incontournable. Oui, parce que ça peut avoir des retombées au niveau de Portneuf. Et je le sais qu'il y a peut-être 1 an ou 2, il y avait une ouverture de camping sauvage sur la vélopiste. Est-ce que ça s'est poursuivi? Oui, certainement. C'est pas assez connu. Nos campings sont beaux. C'est des beaux espaces de camping rustique aménagés qui sont accessibles seulement en vélo. C'est vraiment un beau produit, c'est une belle aventure à essayer. Encore une fois, ceux qui ont le goût, on peut aller sur le site de la Vélopiste pour réserver. Directement, puis je pense qu'il y avait un frais également à ça
pour justement dire on va être là. C'est ça, c'est un petit 30 bien investi. C'est ça. Pour une expérience. Je me rappelle, c'est JSA, on était allé dans l'un de vos endroits, entre Chutelos et Rivière-à-Pierre, je pense, projet ligne électrique, il y en a un là. Ouais. Peut-être qu'on va avoir des images à pouvoir rajouter sur l'entrevue de ce secteur-là. En terminant, Claudia Chanel, directrice générale de la Vélopiste Portneuf-Jacques-Cartier. Au niveau de votre équipe cette année de patrouille, est-ce qu'on a trouvé tout le monde ou il y a encore justement là, une ouverture pour pouvoir s'impliquer? On n'a pas encore complété l'équipe de patrouilleurs, donc avis à tous, avis aux intéressés si vous avez envie de venir sillonner la Vélopiste. On cherche encore des gens pour compléter notre équipe. Donc on peut directement, j'imagine, vous écrire là, à la Vélopiste pour signaler notre intérêt. Est-ce que c'est juste un emploi étudiant ou on cherche peut-être des gens qui ont un horaire déjà, mais qui pourraient donner quelques disponibilités? On a les employés qui sont souvent les étudiants qui peuvent faire du temps plein ou du temps partiel comme ils souhaitent. Sinon, on est toujours ouvert à avoir des bénévoles qui vont venir faire une journée ou deux par semaine. Super. Claudia Chanel, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci. L'ouvroir de Donnacona va changer d'emplacement et en fait, c'est pour avoir un nouvel espace qui va représenter de faibles coûts pour l'organisme. Voici le reportage de mon collègue Charles Laviolette. L'ouvroir de Donnacona existe dans la région depuis 1968. En distribuant des vêtements et des articles à faible coût et en rendant l'entièreté de ses profits à des organismes de sa communauté, l'ouvroir assume un rôle social important, sans parler de son rôle écologique puisqu'il détourne des sites d'enfouissement des objets réutilisables et en bon état. Une trentaine de bénévoles rendent possible le bon fonctionnement de l'organisme en offrant près de 500 heures de leur temps à chaque année. Toutefois, l'organisme était à l'étroit dans ses locaux du sous-sol du presbytère. C'est pourquoi une délocalisation était nécessaire. Nous avons assisté à une conférence de presse à la Promutuelle des bâtisseurs de Saint-Basile, lors de laquelle la présidente de l'ouvroir, Renée Brière, a annoncé le déménagement de l'organisme dans des locaux de la rue Notre-Dame dans le vieux Donnacona. C'est grâce au Lab créatif Portneuf qui ont cru à mon histoire que j'ai été participer une fin de semaine de temps avec Sylvie Genet. Et j'ai eu la très grosse écoute de M. Michel Gauthier. Donc, l'acquisition de cette bâtisse qui abritera un nouveau local de l'ouvroir de Donnacona est un exemple concret de notre engagement envers la communauté. Nous sommes fiers de soutenir cette initiative en offrant un espace à faible coût pour l'ouvroir. Les améliorations prévues dans la bâtisse permettront d'augmenter les heures d'ouverture et d'accroître le volume de marchandises reçues. Avec une clientèle en constante croissance, ces changements sont essentiels pour répondre aux besoins de la communauté. Pour nous, ce n'est pas seulement un partenariat. C'est une opportunité de créer un impact positif et durable. Ce petit coin-là, c'est le coin où le stock se ramasse le lundi matin jusqu'à quasiment au plafond. C'est pas des farces. Ça, c'est du stock que le stock qui rentre, qui reste dehors, qu'on rentre avec les marches, on vient les porter ici pour les déballer. Quelqu'un qui veut se partir en petit appartement, là, vous allez tout trouver. La vaisselle, les chaudrons, les ustensiles, les verres. La raison du déménagement. Premièrement, si ceux qui sont jamais venus le voir, il y a des marches. Comme je disais tantôt, il faut rentrer le stock, descendre les marches. On les installe dans les choses, puis on a un deuxième étage aussi. Puis la sortie pour Saint-Marc, il faut monter tout ça au deuxième étage pour les faire sortir. Encore des marches. Alors, l'idée de vraiment d'avoir un plein pied et en plus d'avoir un espace pour le déballage et un espace pour le client. Pas que le client arrive qui... Ah, c'est-tu à vendre, ça? Non, ça vient d'arriver, on n'a pas encore eu le temps de le trier. On est toutes poignées. Alors, voilà la raison d'un tel changement. Puis je pense je l'espère, que ça va vraiment aider la population qui en a besoin et emmener une deuxième vie dans le sens de recyclage. Parce que je vais vous dire une affaire, les gens jettent des choux gros.
Maintenant, Louvois, on va enlever l'idée que c'est juste pour ceux qui sont dans le besoin. On va mettre une autre image comme quoi c'est donner une deuxième vie à toutes les choses qu'on n'utilise plus dans nos maisons ou quand ils vivent des maisons. Dans ce cas-ci, il y a beaucoup de déménagements. Fait que ça rentre beaucoup. Et aussi, ce que ça fait, ça donne une deuxième vie à nos nouveaux arrivants qui sont nombreux. Encore hier, j'ai aidé une famille de 5, c'est bien ça? Il n'y avait rien. Nous, dans ce temps-là, on leur donne tout. C'est rendu cher, le coût de la vie. Je me dis que les choux sont gros. En faisant, puis en étant ouvert, en étant changement à l'endroit, en étant plus accessible, on va être capable d'être plus ouvert longtemps. Dans le sens qu'en ce moment, ça me prend minimum 20 bénévoles par jour pour ouvrir. On est ouvert 6 heures, de 1 heure à 4 heures, de 6 heures à 8 heures le mercredi. Dans les nouveaux locaux, on pourrait ouvrir facilement 3 jours. Sur les 20 qu'on les prend, on les divise, on est capable de faire facilement 3 jours. En plus de faire le déballage à part, sans problème. Fait, je crois que ça va être une grosse amélioration et ça va faire sortir le stock, ça va circuler beaucoup mieux, beaucoup plus facilement. Alors, c'est encore un plus-value qu'on dirait. Tous les sous qu'on fait à Louvois, on les redonne aux organismes de la place du comté de Portneuf. L'année dernière, en 2023, on a donné pour 43 000 $ à les associations, à les organismes. Cette année, on est rendu à 30 000. Tous les sous retournent à la société. L'ouvroir de Donnacona se lance dans une campagne de socio-financement pour pouvoir assumer les coûts de l'aménagement de ces nouveaux locaux. L'objectif final est d'amasser 200 000 $. La ville de Donnacona a annoncé qu'elle faisait un don de 5 000 $ dans le cadre de cette campagne. Pour ceux qui veulent contribuer, une boîte à dons sera déposée à l'entrée du local actuel de l'ouvroir, au sous-sol du presbytère de Donnacona, au 105 rue de l'Église. L'ouvroir est ouvert à tous, les mercredis de 13h à 16h et de 18h à 20h. Au retour de la pause, on revient sur les différents conseils municipaux qui ont pris place dans la région cette semaine. Vous savez, on commence jamais trop tôt à gérer ses finances. Hein, maman? Ouh, mon petit Marcel a hâte de sortir. Marcel? Je suis pas sûr que j'aime ça. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais être solide financièrement! Respire, man. Budget réel crédit, ça s'apprend. Ben, moi je sors d'ici. Hop là! Il n'y a pas d'âge pour s'intéresser à ses finances. Bien comprendre vos finances, c'est dans votre intérêt. Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier a procédé à la présentation de son rapport financier déposé à la fin de l'année 2023 lors du conseil de cette semaine. Dans le rapport, on peut constater au niveau de l'administration municipale et des organismes contrôlés que les revenus de fonctionnement sont évalués à un peu plus de 19 377 000 $. Les charges, quant à elles, sont évaluées à un peu plus de 19 510 000 $. Ce qui constitue un déficit de 133 000 $ et 299. Donc, c'est seulement 20 200 $ qui appartiennent à l'administration municipale. La ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier a maintenant une dette totale nette à long terme de 42 245 $, 56 pour 2023, alors qu'en 2022, c'était d'un peu plus de 38 millions.
il faut tout de même savoir qu'il demeure beaucoup d'activités d'investissement à financer, comme plus de 5,5 millions sont attribués dans le budget de 2023. Toujours dans le conseil de ville de Sainte-Catherine du 13 mai dernier, la ville a renouvelé son contrat avec l'organisme Croix-Rouge Canada qui vient en aide aux victimes de divers sinistres partout au pays. La contribution de Sainte-Catherine touche la période qui englobe les années 2024, 2025 et 2026. En moyenne, le tarif est évalué à 20 sous par habitant, ce qui mène le total pour l'année 2024-2025 à 1 753 $ en 2023. Il a été décrété que la population de Sainte-Catherine s'élevait à 8 769 habitants. Pour les 2 autres années du contrat, la population va augmenter et également le tarif sera fixé à 21 sous par habitant. Donc, au total, Sainte-Catherine a choisi d'octroyer un contrat d'une valeur de 5 609 $ pour les services d'aide aux sinistrés de la Croix-Rouge. La ville de Saint-Marc-des-Carrières déplore avoir reçu un avis de contribution de la part du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs de plus de 117 000 $. Cette contribution conditionnelle va servir au projet de stabilisation du tronçon de la rivière Sainte-Anne. On entend Marion Leclerc. Les activités nécessaires à la réalisation du projet de stabilisation du tronçon de la rivière Sainte-Anne, comportant des travaux de remblai et de déblai affectant un milieu humide et hydrique sur une superficie de 4 179 mètres carrés. De plus, la délivrance de l'autorisation demandée est subordonnée au paiement. Si nous ne payons pas avant le 23 mai 2024, le ministère pourrait refuser de délivrer l'autorisation demandée. Alors imaginez-vous donc que cette contribution conditionnelle sera versée au Fonds de protection de l'environnement et du domaine hydrique de l'État, alors que nous autres, on essaie depuis 3 ans et demi de protéger tout le système d'aqueduc qui vient pour la délivrance de l'eau potable à Saint-Marc-des-Carrières. Cherchez l'erreur. On rappelle que depuis plusieurs années, la Ville s'inquiète de perdre ses conduites d'eau potable dans le secteur de la route des Sources. D'ailleurs, le maire Marion Leclerc était passé le 7 septembre 2023 ici en studio pour parler de long en large de cet enjeu. Le SOS Accueil de Saint-Raymond va procéder à sa journée porte ouverte le 1er juin prochain de 9h à 11h30 et de 13h à 16h. Cette journée porte ouverte va agir comme ouverture officielle du nouveau bâtiment de l'organisme qui a démarré ses activités en début d'année 2024. On se rappelle que le SOS Accueil de Saint-Raymond a réalisé dans la dernière année une campagne de financement majeure à laquelle beaucoup de Portnevois ont participé pour se doter d'un bâtiment qui peut accommoder les bénévoles dans leur travail. La campagne de financement avait pour objectif d'atteindre 200 000 $, mais au final, plus de 360 000 $ ont été amassés. Sur place, le 1er juin, il va y avoir de l'animation, de la vente sur place et évidemment la possibilité de visiter les locaux. Le SOS Accueil rappelle que ces activités seront sur pause lors de la saison estivale, donc du 19 juin au 19 août 2024. Il n'y aura pas du côté du SOS Accueil des activités. La ville de Pont-Rouge a annoncé sa programmation pour l'événement Vacances en spectacle qui se tient du 22 au 27 juillet. Pendant 6 jours, 12 spectacles gratuits seront présentés avec certains noms bien connus des Québécois. En effet, Damien Robitaille, le multi-instrumentiste franco-ontarien actif depuis les années 2000, va performer dans ce festival. Elliott Couture également va performer. Les amateurs de tout type de musique seront comblés pour les festivités, comme il y aura un hommage aux Beatles, un hommage aux Cowboys fringants de la musique des années 80, un hommage à AC/DC et j'en passe. De nombreux partenaires rendent possible Vacances en spectacle tels que la MRC de Portneuf, Hydro-Québec, le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada, Desjardins et j'en passe. L'Église de Sainte-Christine d'Auvergne active depuis 1895, sera fermée aux usages religieux à partir du 26 mai 2024, au moment de la dernière messe qui sera présentée à 9h. Pour en parler, j'ai discuté avec le directeur général de la Fabrique Saint-Raymond-du-Nord, Eddie Alain, un peu plus tôt aujourd'hui.
Alors voici cette entrevue. Alors, on parle en ligne avec Eddie Allain, qui est le directeur général de la fabrique Saint-Raymond-du-Nord, qui s'occupe de gérer les églises qu'il y a sur le territoire, c'est-à-dire Rivière-à-Pierre, Saint-Raymond, Sainte-Christine d'Auvergne également, Saint-Léonard. Bonjour, M. Allain. Bonjour. Aujourd'hui, on parle précisément du dossier de l'église de Sainte-Christine d'Auvergne, parce qu'il va y avoir la dernière messe qui sera présentée à 9h le 26 mai prochain. Pouvez-vous nous parler un peu de ça? Alors, en fait, là, c'est comme le processus officiel qui vient finaliser le fait que le culte va avoir lieu dans cette église. On a dû, là, il y a eu beaucoup d'étapes avant d'arriver à cette étape-là. Et là, on a eu l'autorisation officielle du diocèse de Québec qui nous donne l'autorisation de fermer l'église au culte. Alors, il y a comme une procédure là, un peu spéciale, une messe spéciale. Je ne suis pas dans les détails parce que c'est plus entre les mains des prêtres qui vont faire la cérémonie. Mais en théorie, là, il y a quelque chose un peu spécial par rapport à une messe pour faire en sorte que de spécifique, c'est la dernière messe qui va avoir lieu dans ce lieu de culte-là. Et ça, M. Allain, il s'agit dans Port-Neuf, du moins, de la première fermeture d'église planifiée qu'il y a. Pouvez-vous nous parler de ça un peu? En fait, dans Port-Neuf, on avait à peu près 18 églises. Il y en a une qui s'est fermée parce que, à cause de son danger, les pierres tombent. C'est celle de Port-Neuf, secteur sud. Mais nous, on est vraiment la première église sur les 18 églises où c'est planifié. Donc, ça fait déjà plusieurs années qu'on en parle. Et c'est vraiment la première étape, l'église de Sainte-Christine. Il y aura d'autres qui vont suivre, mais c'est vraiment celle qui est bien. Parce que sur le territoire de la MRC, il y en a 3 églises qui appartiennent à des municipalités où il y a encore du culte. Il y a Neuville, qui est un très bel exemple. Il y a Saint-Hubal, que la municipalité a fait l'acquisition l'an dernier. Et tout dernièrement, la ville de Port-Neuf a fait l'acquisition de l'église, là, secteur nord. Mais ceux-là, le culte continue. Dans notre cas à nous, le culte est terminé. Ça va être mis en vente pour d'autres activités. Et avant de parler de l'avenir de l'église de Sainte-Christine d'Auvergne, je veux peut-être regarder qui va s'occuper justement là, de la cérémonie de cette dernière messe-là pour le 26 mai. Alors, en fait, ce qu'on m'a dit, c'est que ce serait un des curés, parce qu'on a 3 curés sur le territoire de nos paroisses. C'est le Monseigneur Lemay, qui a pris la place de Jean Tailleur, qui est rendu là, au diocèse dans d'autres attributions. Et c'est lui qui devrait là, animer la messe. On a fait l'invitation à l'abbé Jalbert, qui est un prêtre qui demeure à Québec et qui était l'habitué, qui pendant de nombreuses années était le prêtre qui était là, attaché à l'église de Sainte-Christine. Mais c'était un homme d'un certain âge. On n'est pas certain de l'avoir. Il y aura comme la marguière qui représente là, Sainte-Christine, Mme Caroline Boutette, qui va faire une présentation. Il y aura à la fin, une fois que tout ça va être fait, il y aura comme des hommages faits par elle ou par un de ses amis. Et par la suite, après la messe, nous, on sera là pour répondre aux questions puis expliquer aux gens qui sont présents la suite qu'on voit là, pour cette église-là. Évidemment, on espère beaucoup de gens qui vont venir. Vous savez, dans une église de Sainte-Christine, il y avait des gens qui sont des baptisés, mariés, qui ont pratiqué, ou les parents. Donc, c'est quand même une histoire qui se termine. Et même si les gens ne sont pas croyants ou qui ne sont pas des habitués à l'Église, c'est tout de même, je pense, une occasion intéressante de se présenter pour vivre cette fin-là. Et du côté de l'église de Sainte-Christine d'Auvergne, après le 26 mai, c'est quoi les plans? Qu'est-ce qui va arriver à l'église? Bon, en fait, premièrement, on peut peut-être déjà dire que le terrain de l'église est séparé du terrain du cimetière. Oui. Donc, il n'y a pas de crainte pour les gens qui ont un terrain dans le cimetière. Ça ne concerne pas ces gens-là. Et le cimetière, il y a un chemin d'accès au chemin public. Fait que ça va très bien. Dans le cas de l'église, en fait, à l'intérieur d'une église, on retrouve beaucoup de matériel, de stock dans des garde-robes, dans des greniers, dans les sous-sols. On ne peut pas imaginer. Donc, la prochaine étape, une fois que l'église va être fermée au culte, on va tout rassembler ces objets-là
on va les séparer. Alors, on va mettre d'un côté ce qui est sacré, qui est plus difficilement qu'on peut donner ou vendre à des laïcs, et toute la balance va être mise de côté, et selon ce que ça représentera, il y aura probablement une mise en vente sous forme de marché aux puces qu'on va tenter là, de le faire pour les gens de Sainte-Christine, qui soient les premiers qui pourraient se porter acquéreurs des biens qui sont là. Dans le cas des objets sacrés, il y en a quelques-uns qu'on va peut-être récupérer pour amener dans l'église centrale qui sera Saint-Raymond. Je donne l'exemple d'un orgue qu'on avait comme un besoin, et la statue là, de Sainte-Christine d'Auvergne qu'on va rapatrier dans l'église de Saint-Raymond, où on fera un petit coin pour en souvenir, en reconnaissance que cette statue-là fait un lien avec Sainte-Christine d'Auvergne qui était là dans l'ancienne église. Peut-être quelques objets, mais la balance, là, c'est un défi. Parce que c'est très difficile de se départir de ces objets-là. Il y a des options, entre autres, là, de les céder pour des missions en Afrique. À ce moment-là, ça, c'est une solution qui est beaucoup plus simple, parce que là, puisque ça reste dans le réseau, c'est plus facile de s'en départir. C'est sûr que, il y a quelques années, quand les églises fermaient, mais là, tout l'excédent allait dans d'autres paroisses, dans d'autres églises. Mais là, les autres églises, ils n'en ont plus besoin. Et le diocèse de Québec a des entrepôts qui sont pleins d'objets. Alors, c'est là qu'est le défi. Évidemment, si on trouverait des objets de grande valeur, ce qui me surprendrait, là, à ce moment-là, là, on a des règles à respecter là, par rapport au diocèse de Québec. Mais ça me surprendrait qu'on ait ça. Fait que c'est à peu près ça. Ce qui est sacré, d'un côté, ce qui n'est pas sacré. Puis, évidemment, ce qui n'est pas sacré, entre autres, les bancs d'église, c'est pas sacré. Ce qui fait que là, on a eu des approches de gens qui disent j'aimerais faire l'acquisition du banc de mon père, de mon grand-père. Ça, c'est des choses qui vont être possibles. Évidemment, on ne les vendra pas tous. De toute façon, ça ne se vend pas. C'est difficile à vendre. Mais la balance, ça va probablement rester là le temps qu'on sache avec qui on va transiger pour faire la transaction. Parce que ça peut arriver que les gens qui vont faire l'acquisition de l'église ou du bâtiment, bien, ils vont peut-être vouloir conserver des bancs. Et parlons-en justement du bâtiment, parce que on sait, à Saint-Léonard, par exemple, il y a un comité de requalification. C'est pas nécessairement le cas à Sainte-Christine d'Auvergne. Donc, est-ce que ça va aller justement à une vente à n'importe qui? Comment ça va fonctionner, là? C'est quoi les priorités, peut-être, pour la fabrique Saint-Raymond-du-Nord? En fait, le fait qu'on fasse actuellement là, la dernière messe, et puis que ben, ça devient comme, on va en parler un peu partout, on a toujours espérance que le milieu réfléchisse puis qu'on ait une dernière occasion de pouvoir discuter avec le milieu. Quand je parle de milieu, ça peut être un groupe de citoyens ou la municipalité. Ça serait la solution la plus simple pour nous et la plus facile à... Parce que vous savez, quand on met en vente une église, nous, c'est pas nous qui décidons à qui on la vend, ni le projet. Alors, quand on reçoit des offres d'achat, il faut vérifier auprès du diocèse de Québec. C'est l'évêque qui va donner son approbation. Si oui ou non, on vend. Alors, l'acheteur et le projet, c'est très important. Alors, si on cède ou si on vend un peu de prix à la communauté, ça va bien. Si c'est à un privé, là, ça dépend des projets. Je vois. Du côté de la fabrique Saint-Raymond-du-Nord, en terminant l'entrevue, quels sont les développements d'ici la fin de 2024? Alors, en fin 2024, on vient d'entamer le processus pour se départir des chapelles. La chapelle du Mont-Laurent, la chapelle du Saguenay. Alors, on les transfère là. Le transfert va se faire à la ville de Saint-Raymond. C'est un processus qui peut être relativement long. Celui de la chapelle du Mont-Laurent, on a seulement le bâtiment. Le terrain comme tel avait été transféré à la ville de Saint-Raymond, mais le bâtiment, il y avait une clause qui disait qu'on pouvait la conserver. Donc ça, on va s'en départir. Les mandats ont été donnés là, au notaire pour partir le processus. Dans le cas de la chapelle du Saguenay, c'est le même processus, sauf que ça devient un peu plus compliqué parce qu'il y a des clauses là, de revente, là, que ça va être plus complexe, mais la ville a démontré son intérêt, a mandaté les notaires pour faire des transactions. Ça, c'est en 2024, ça devrait se régler. Dans le cas des deux autres églises, celle de Rivière-à-Pierre, qui est un presbytère, celle de Saint-Léonard, dans les deux cas, il y a des OBNL qui ont été créés. Donc, ce sont des gens bénévoles qui travaillent sur des projets. Dans les deux cas, c'est pas mal en parallèle, c'est la même affaire, c'est qu'ils sont en train d'essayer d'obtenir des aides financières pour faire des études.
et on devrait être fixé là, à l'automne. Alors, dans le cas de Rivière-à-Pierre, l'église devrait fermer à l'automne, dans notre cas à nous, parce qu'il y a un problème de chauffage. Là, la fournaise est défectueuse, mais ça n'empêche pas les gens de là-bas là, de travailler pour en faire l'acquisition. Dans le cas de Saint-Léonard, c'est le même principe. En théorie, nous, on veut la fermer au culte 31 décembre 2024. Mais encore là, quand nous, on a beau vouloir la fermer, mais c'est le même principe que Sainte-Christine. Il faut avoir les autorisations là, du diocèse de Québec. Donc, il y a comme on a encore du travail à faire au travers de ça, mais c'est notre volonté, 2024 ou 2025, que ça se termine. Puis je vous dirais, quand il y a la ville de Saint-Raymond là, qui travaille là, pour négocier avec le diocèse pour trouver une entente là, pour faire le transfert de l'église et du presbytère de Saint-Raymond, mais c'est pas fait et ça va prendre là, quelques années. Monsieur Édé Alain, directeur général de la Fabrique Saint-Raymond-du-Nord, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. C'est tout le temps que nous avions aujourd'hui. Merci. Bonjour. En parlant d'église, ce samedi à Saint-Léonard-de-Portneuf, il va y avoir plusieurs activités en face de l'église, telles que le marché aux puces et la fête des semis. Pour en parler, j'ai discuté avec le président de Saint-Léonard Festif, Mathieu Fecteau. Alors, j'ai avec moi Mathieu Fecteau, qui est président de Saint-Léonard Festif. On est devant l'église de Saint-Léonard. C'est bon, Mathieu? Salut, Danick, ça va bien? Ça va bien, toi? Ben oui, justement, c'est concept qu'on soit devant l'église aujourd'hui parce que le 18 mai prochain, donc ce samedi, il y a toute que de l'animation autour de l'église avec le marché aux puces, la fête des semis. Peux-tu nous parler un peu de Oui, absolument. ça? Ben, c'est une de nos activités du 125e anniversaire de la ville de Saint-Léonard. Hein? On a différentes activités dans l'année. Et puis nous, on tenait à faire une fête des semis pour préparer notre champ de lin qui va être servir lors du Festival du lin à la fin de l'été. Donc ça, c'était notre idée de base. Puis là, on a eu des différents partenaires qui sont joints à nous. Puis on a décidé de faire un marché aux puces et fête des semis ensemble qui va se passer ici à l'église de Saint-Léonard. Justement, le marché aux puces, on en a parlé là, avec le comité de revitalisation de l'église la semaine passée. Là, la fête des semis, ça s'adresse à tout le monde. Là. Oui, tout le monde est le bienvenu. Donc, c'est ça. On a deux organismes qui se joignent ensemble. Le comité de revitalisation de l'église, lui, s'occupait plus du volet marché aux puces, donc 30-35 exposants qui vont être présents ici. À ça se rajoutent des organismes locaux qui vont présenter différentes choses. Et puis, nous, Saint-Léonard Festif, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner des graines de lin à la population. Puis, on va faire aussi de l'animation. On va avoir de la musique live avec deux musiciens qui vont venir animer tout ça. Le matin, c'est Victor Julien, puis l'après-midi, Jean-Michel Caron. Donc, improvisation musicale, là, ça va nous faire une belle ambiance. Et puis, donc, c'est ça, les graines de lin, les gens vont pouvoir partir avec, puis faire des petits spots de lin là, pour décorer un peu le village. Et justement, ça, c'est en prévision de la fête du lin que vous allez avoir là, un peu plus tard dans l'année. Fin septembre, en même temps que le parcours Art et Saveur qui commence à être pas mal connu. Mais nous, on va être un point d'intérêt ici là, à Saint-Léonard. Les gens vont pouvoir venir. Puis, on va faire encore une fois la démonstration de l'arrachage du lin, transformation de tout ça. Et parlons-en justement de Saint-Léonard Festif et des 125 ans de Saint-Léonard. Bon, il y a l'activité aujourd'hui, il y a la fête du lin. Est-ce qu'il y a d'autres activités qui sont prévues? Oui, absolument. On va avoir une activité de l'Halloween qui va être bien importante à l'Halloween, évidemment. Une activité de clôture à la fin de l'année. Et puis, ce qui s'en vient aussi cet été, c'est une fête à la plage rétro au Lac-Simon. Donc, avec l'organisme, on voulait essayer d'exploiter un peu tout Saint-Léonard. Donc, au Lac-Simon, ça va être super le fun. On va avoir, pour l'occasion, 5 groupes de musique un peu rétro, peinture sur automobile. Donc, on veut vraiment une ambiance bien fun. Et justement, vous aviez en fin de semaine la pièce de théâtre. Oui, qui était une de nos grosses activités de l'année. On mettait beaucoup d'efforts pour cette activité-là. Ça a fonctionné super bien. C'est Pierre Doré, un citoyen de Saint-Léonard qui est assez connu là, dans le coin des Écureuils avec la Sapristi Troupe. Ils ont fait toutes sortes de pièces de théâtre. Et puis là, il nous a écrit une pièce spécialement sur l'histoire de Saint-Léonard. Fait qu'il a été chercher toutes sortes d'anecdotes en rencontrant des gens de la place. Puis la pièce de théâtre mettait en scène là, toutes sortes d'anecdotes. Il y avait 5 tableaux qui se passaient à différentes époques. Et puis ça permettait justement de parler un peu de Saint-Léonard. Ça a fonctionné super bien. Les gens de la place ont trippé. Les gens de l'extérieur aussi. Même si on ne connaît pas nécessairement les anecdotes, c'est quand même intéressant. Puis on a été sold out là, 4 soirs pour la pièce de théâtre. On est super contents. Donc, c'était pas seulement des gens de Saint-Léonard là, qui sont venus assister à ça. On a eu beaucoup de gens de l'extérieur aussi. Ouais, okay. Je dirais à peu près moitié-moitié, parce qu'il y a beaucoup de gens qui suivent la Sapristi Troupe et Pierre Doré. Et puis, les gens de la place, eux autres, ils voulaient aussi absolument voir la pièce. Il y avait combien de comédiens dans cette pièce
Il y avait 10 comédiens. À ça s'ajoute la souffleuse, metteuse en scène, les gens qui sont occupés du décor. Donc, ça fait quand même une troupe assez importante. C'était une bonne activité. Et vous avez fait ça dans l'église? Oui, c'était au sous-sol de l'église, dans la salle de l'amitié. Et puis, c'était super le fun. On l'avait tout revampé, tout réaménagé avec les kits de son, au nouveau décor. On reconnaissait pas notre salle, ça faisait du bien de voir ça. Et là, avec justement sold out les 4 jours, est-ce qu'on pense à vouloir le refaire? S'il y a des demandes, on dit ça à la population générale. Si on sent qu'il y a une demande, on va faire des supplémentaires parce que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui aurait aimé le voir qui ne l'ont pas vu. Alors, Mathieu Fecteau, président de Saint-Léonard Festif, peut-être en terminant, un petit récapitulatif pour le samedi 18 mai. Donc, samedi 18 mai, on vous attend en grand nombre à partir de 8 h le matin jusqu'à 16 h environ. Plus de 35 exposants, des organismes qui vont aussi distribuer différentes choses. Saint-Léonard Festif va être là pour donner des graines de lin, des arbres, de l'animation aussi. Il va y avoir de la musique aussi live. Et puis, un kiosque alimentaire, on n'avait pas parlé, mais les gens qui veulent venir dîner, il va y avoir de la bouffe en vente au profit de 3 organismes de Saint-Léonard. Fait que tout ça, c'est tous des prétextes aussi pour que les gens se rencontrent, les organismes se rencontrent, puis essayer de faire mousser un peu tout ça. Dynamiser la vie dans Saint-Léonard. Absolument. Merci Fecteau. Grand plaisir. Merci beaucoup. Bonne journée. À toi. À Cap Santé, au restaurant Basilico de l'Escale du Roi, une nouvelle initiative permet aux artistes d'exposer des œuvres d'art dans des présentoirs qui sont situés dans les tables réservées à la clientèle. C'est Jacques Sylvain, un artiste peintre de Cap Santé qui est à l'origine du projet. Voici l'entrevue que j'ai réalisée avec lui la semaine passée. Alors, ici Danick Julien, journaliste. Nous sommes présentement à l'Escale du Roi, dans le restaurant Basilico, avec M. Jacques Sylvain, artiste peintre. Rebonjour, M. Sylvain. Bonjour. Bonjour, M. Julien, ça va bien? Ça va bien, vous? Oui, ça va très bien. Alors, on est devant en fait, comme les gens vont le voir dans notre reportage, il y a plusieurs tables avec des œuvres d'art qui sont dans l'œuvre d'art. Et ça, c'est une initiative qui vient de vous pour justement mettre en valeur les artistes de Portneuf et des environs. Pouvez-vous nous parler un peu de ce projet-là et en quoi ça consistait? Oui, l'initiative vient d'Alain Brodeur et moi. Alain, c'est un ébéniste, bricoleur, qui aime beaucoup les artistes. Puis ça fait longtemps qu'on se connaît, puis on a eu l'idée de faire des tables présentoirs dans lesquelles l'artiste glisse son tableau. Il y a un côté de la table qui se démanche et c'est vissé. Là, on a juste à sortir le côté, on sort l'œuvre, puis on remplace l'œuvre par une autre. Alors, le principe de ces tables présentoirs-là, c'est que l'artiste achète son plateau. Le plateau lui appartient. C'est lui qui gère son plateau, qui peut changer les peintures un peu comme il veut. Idéalement, à tous les mois ou à tous les 2 mois, il vient changer son œuvre. Et si l'œuvre, tous les œuvres, il y a un petit encart qui décrit qui est l'artiste, le prix de l'œuvre. Et si l'œuvre est vendue, le propriétaire du Basilico démange le côté, donne l'œuvre au client. Et après ça, c'est le propriétaire du Basilico qui verse l'argent à l'artiste. Et l'artiste remplace son œuvre. Puis en attendant, quand une œuvre est vendue, lui remplace l'œuvre par un jeu d'échecs. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, il y a 12 artistes qui exposent, 12 artistes dont peut-être 6 ou 7 qui sont de Cap Santé. Les autres sont dans les environs, quelques-uns dans Portneuf puis quelques-uns à Québec. Et est-ce que vous aviez déjà vu dans d'autres cafés des projets comme ça ou c'est vraiment une idée originale? D'où vous avez-vous pris l'inspiration pour le projet? Non, moi, j'ai jamais vu ce genre de truc-là ailleurs. Là. Peut-être que ça existe ailleurs. Oui. On n'invente pas la roue, là, mais moi, personnellement, j'ai jamais vu ça ailleurs. Alors, et c'était le défi, c'est de les concevoir, ces tables-là, puis d'en faire 12. Alors, ça s'est réalisé, puis c'est le maximum de grandeur qu'on peut mettre à l'intérieur, c'est 24 par 24. Et si on met une œuvre plus petite, bien là, il faut faire un encadrement
qui fait que ça remplit quand même, là, c'est comme un passe-partout d'un encadrement finalement. Alors on peut mettre, il y a des artistes qui ont mis 4 œuvres à l'intérieur de cet espace-là. Et bon, ça fait peut-être un mois environ que c'est commencé. Avez-vous vu justement des bons commentaires à propos du projet? Avez-vous des retours? On a juste des éloges, puis Jean-Michel, le propriétaire du Basilico, il y a beaucoup de monde qui lui font des remarques très positives. Puis on a déjà 2 tableaux qui se sont vendus en l'espace de 2 mois, puis ça n'était pas connu. On organise un vernissage le 31 mai prochain. Alors, ça va être le vernissage officiel. D'ailleurs, on vous invite à venir faire un tour le 31 mai prochain. Ça va être un 5 à 7. Si jamais vous êtes disponible, là, vous êtes les bienvenus. Là, bienvenue. Eh bien, peut-être que CJSR va y être, évidemment. Et bon, alors là, on est dans l'Escale du Roi. Et justement, ça, c'est un endroit où on veut promouvoir la culture et l'art là, dans le Cap-Santé, parce qu'on veut être dynamique, de ce que je comprends. Là. Oui. Ben, effectivement, depuis quelques années, le presbytère a été acheté par la ville. Oui. Et maintenant, ça s'appelle l'Escale du Roi. Et l'Escale du Roi, ça comprend une information touristique, une petite boutique où on vend des objets qui ont été fabriqués par les artistes de Cap-Santé. Ça comprend également, au 2e étage, un espace d'exposition qui s'appelle la vitrine. Cet espace d'exposition-là est loué par chacun des artistes. La ville loue un mur à chacun des artistes. L'exposition dure pendant 6 mois. Et c'est tous des artistes de Cap-Santé qui exposent à cet endroit-là. En plus d'une information touristique, la vitrine, et évidemment, il y a le restaurant Basilico. Et il y a un autre local qui abrite la Société historique de Cap-Santé. Alors, c'est un espace vraiment convivial, culturel, qui se veut plus culturel et qui fait la fierté de Cap-Santé. Jacques Sylvain, je vous remercie. Bien, merci, M. Julien. Un homme dans la trentaine est décédé dimanche matin dans la MRC de Portneuf à Rivière-à-Pierre après s'être blessé accidentellement avec de la vitre. Les circonstances de l'accident demeurent nébuleuses. Vers 1h du matin, les services d'urgence ont été appelés pour lui porter secours après, près d'une résidence de l'avenue des Sables à Rivière-à-Pierre. L'homme se serait accidentellement blessé avec de la vitre et présentait, dès l'arrivée des secours, des blessures importantes. Son décès a d'ailleurs été constaté sur place. Outre le fait qu'il s'agirait d'un accident, la Sûreté du Québec n'a pas fourni plus de détails concernant l'accident. Le parc industriel de Deschambault-Grondines a une nouvelle vision stratégique touchant la période 2024-2030. Cette vision s'appuie sur le développement durable, l'innovation et la création de richesses. Charles Laviolette était sur place. Voici ce qu'il en a retenu. Ce 14 mai se tenait au Moulin de la Chevrotière un événement organisé par la municipalité de Deschambault-Grondines. Le maire Patrick Bouillet a annoncé la nouvelle orientation du parc industriel pour industrie de grand gabarit. Le parc éco-industriel Thérèse Sauvageau s'appuiera sur une vision stratégique jusqu'en 2030 et visera à consolider le créneau de l'aluminium et des énergies renouvelables en intégration harmonieuse avec le riche milieu naturel environnant qui est connu localement sous le nom de Coteau des Roches. 75 personnes étaient présentes lors du dévoilement, surtout des représentants du monde des affaires et des élus. Les électeurs de Deschambault-Grondines n'étaient toutefois pas conviés. Une présentation du projet leur sera faite dans les prochains mois. Un projet de bâtiment de type vitrine est présentement à l'étude par la municipalité qui possède déjà un terrain approprié dans le parc industriel. Le but du projet est de présenter les innovations en lien avec les activités du parc éco-industriel en offrant un espace de réseautage pour les entreprises. La municipalité a aussi présenté sa nouvelle agente de développement commercial et industriel, Kim Cornelison. Madame Cornelison, lors de la conférence de presse de ce 14 mai,
a fait la promotion d'un nouveau projet d'usine de biométhanisation. Des représentants de Keridis, Bioénergie et de LGP Solutions Immobilières étaient présents pour faire la promotion du projet. L'idée est de produire du gaz naturel à partir de résidus agricoles pour ensuite le distribuer à partir du gazoduc d'Énergir qui passe à proximité. Le projet de biométhanisation, c'est le premier projet qui s'installe dans le parc, qui va vraiment dans la nouvelle vision et tout. La biométhanisation, c'est vraiment très simple. Imaginez un gros pot de yogourt, un silo, dans lequel vous mettez tout ce qui est organique et qui se putréfie facilement. Et là, vous augmentez la température. En augmentant la température, ça développe les bactéries. Et ce que ça fait, c'est que ça fait sortir le méthane. Le méthane, c'est du gaz naturel renouvelable, pareil comme du gaz naturel habituel, et du CO2 aussi. Le méthane, on le purifie et il s'en va directement dans le réseau d'Énergir. Présentement, le projet en est à l'étude de faisabilité, ce qui est habituel pour ce genre de projet-là, parce que c'est quand même des gros projets. Et si tout va bien, d'ici quelques années, il va pouvoir s'implanter dans le parc. Il y a des études géotechniques, il y a des études environnementales, mais c'est vraiment Keridis qui s'occupe de tout ça. Nous, ce qu'on s'occupe, dans le fond, c'est de voir avec eux les activités, si je peux dire, qui font, lesquelles qu'elles peuvent faire en synergie avec d'autres entreprises et comment on travaille tous ensemble. Puis après ça, tu as la recherche de financement, puis tu as la construction, puis à un moment donné, tu as la pré-construction, puis ça monte, puis après ça... mais c'est assez long, hein? La majorité des entreprises qu'on vise vont quand même avoir des projets de 2 à 3 ans minimum avant que ça se concrétise. C'est sûr qu'on va le présenter à la population dans une vision totale du parc, mais c'est sûr que l'entreprise elle-même a cette responsabilité-là. Nous, on espère vraiment pouvoir présenter tout l'ensemble du projet probablement cet été, là, à un moment donné, et j'ai très hâte d'ailleurs, parce que je pense qu'il y a plusieurs personnes à Deschambault-Grondines qui vraiment, c'est ça qu'elles veulent. C'est-à-dire que, parce qu'on aurait pu choisir, et heureusement on ne l'a pas fait, de raser une partie du parc, puis là, de faire un parc industriel traditionnel. C'est vraiment pas ça, là, qu'on vise, là. Est-ce qu'on va réussir? Moi, je suis convaincue qu'on va réussir, mais c'est comme, ça demande beaucoup d'aménagement, ça demande de regarder la réglementation, ça demande de... Il y a plein de choses que ça demande. Si je peux juste vous donner un exemple, la biométhanisation, leur étude de faisabilité, ils ne sont pas en construction, fait qu'ils ne peuvent pas déposer un permis de construction. Ils ne sont pas rendus à cette étape-là. Donc, il faut être capable de travailler avec eux autres pour, justement, pour voir s'ils peuvent s'installer là de d'autres façons que la réglementation ordinaire. Fait qu'il faut tout réfléchir, l'ensemble de ces choses-là. Puis eux, ils ont des particularités, ils ont des biodigesteurs. Le prochain projet va avoir d'autres particularités. Fait que c'est pour ça qu'on travaille ensemble dès le début. En 2004, quand je suis allée en Suède la première fois, ça faisait depuis les années 50 qu'ils faisaient du biogaz. Mais il y a 3 façons de le faire. On peut le faire comme la Ville de Québec avec les déchets municipaux. On peut le faire avec les sites d'enfouissement comme on voit à Neuville ou qu'on voit dans le coin de Shawinigan. Puis on peut le faire avec des déchets agricoles, qui est ce qu'on voit ici à Deschambault-Grondines. Mais c'est surtout la biométhanisation agricole qui est en train de se développer un peu partout dans les projets. Ça vaut vraiment la peine de regarder. Et je vous assure, Québec, Canada, États-Unis. Aux États-Unis, ça monte comme ça, les projets de biométhanisation agricole. En Europe, c'est la même chose. Les 2 seules provinces où ça fonctionne au Canada, c'est au Québec puis en Colombie-Britannique pour 2 raisons. 1, le Québec offre des subventions qui sont quand même assez élevées. Puis 2, Énergir achète le biométhane pour 20 ans. Ça veut dire que quand tu vas voir les banques, tu peux déjà dire, moi, j'ai un revenu pour 20 ans et mon revenu ressemble à ça. Quelques nouvelles en vrac avant la fin du bulletin. L'école secondaire Louis Jobin va présenter le gala Louis Jobin les 30 et 31 mai prochains. Des soirées sous le thème d'Hollywood. L'école secondaire souligne l'excellence et la persévérance de ses élèves. Donc le 30 mai, c'est la soirée pour les élèves de 4e, 5e secondaire et FPT, FMSS et PAI. Et le 31 mai, c'est la soirée pour les élèves de 1, 2 et 3 secondaires ainsi que intersection.
En terminant le bulletin d'information, la Corporation de transport régional de Portneuf, CTRP, a annoncé la création d'un service de navette quotidienne entre la MRC de Portneuf et le site du Festival d'été de Québec pour les 11 soirs du festival, soit du 4 au 14 juillet. Donc, des autocars vont justement être mis disponibles pour faire le chemin pour ce festival. On va en reparler un peu plus en détail la semaine prochaine. C'est donc ce qui complète le bulletin d'information Info-CJSR. Je veux remercier Luc, Tony, Arthur à la technique, Charles et également Aubert pour les reportages. On se retrouve la semaine prochaine et on vous laisse un petit avant-goût. On va avoir un petit reportage sur la chasse aux dindons. C'est d'ailleurs les images de notre générique d'une émission de Samuel Gendron. Alors je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine. Déjà